Bonjour à tous. Donc, comme vous voyez avec mon titre, je l'avoue, un peu provocateur, je suis mathématicienne. Et en fait, il y a à peu près un an, j'ai été dans une conférence de pharmaciens et j'ai été interpellée par la conférence de mon collègue qui portait sur l'observance du médicament. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'observance du médicament, mais c'est simplement le fait de respecter les prescriptions que vous donne votre médecin en cas de maladie. Et comme je ne suis pas très sérieuse, ça m'a fait tilt et ça m'a un petit peu effrayée. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'observance ou surtout de non-observance du médicament? C'est que ça a un coût très important au niveau de la société, notamment un coût en termes de complications médicales. Et j'ai trouvé sur Internet un certain nombre de chiffres qui concernent des maladies chroniques. Et si vous regardez ces chiffres, ce sont des chiffres astronomiques. Ce sont des chiffres des surcoûts par année. Et vous voyez que le surcoût de la non-observance pour des problèmes d'hypertension artérielle s'élève à 4,4 milliards d'euros par an. Si vous regardez le diabète, on est aussi au-dessus d'1 milliard, insuffisance cardiaque pareil, cholestérol pareil, et là on est à 200 millions d'euros par an. Alors en fait, si on regarde cette fois-ci les chiffres d'observance du médicament, on s'aperçoit que pour toutes ces maladies, il y a moins de 50% de gens qui respectent à la lettre leurs prescriptions. Et si on se concentre sur l'asthme, qui est le chiffre qui m'a le plus étonné, on est à 13% de gens qui respectent leurs prescriptions. Alors, moi, ma recherche ne porte pas sur ces maladies chroniques, mais porte plutôt sur des maladies qui sont le cancer. Et du coup, je vais continuer cet exposé en me focalisant sur l'étude d'un médicament, d'une chimiothérapie qui s'appelle le Quebec, qui est un médicament qui est donné dans des cas de cancer gastro-intestinaux. Et là, il y avait une étude américaine qui a poussé un peu plus loin l'étude de la non-observance. Donc on retrouve ici, en bleu, vous retrouvez les 53% de gens qui sont vraiment très sérieux et qui respectent leur prescription. Mais vous voyez qu'en vert, il reste 4% de gens qui non seulement sont non-observants, mais vont oublier plus de 5 fois leur médicament par mois, sachant que ce médicament est administré tous les jours. Autrement dit, 1 jour sur 6, le patient ne prend pas son médicament. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'on va oublier le médicament? Il y a les étourdis comme moi, mais quand on est vraiment malade, ce n'est pas forcément les étourderies qui font qu'on est non-observant. Il y a le fait que souvent les prescriptions sont très complexes, donc ce n'est pas toujours très facile de remplir son semainier et parfois on peut faire des erreurs. Il y a le fait que certains protocoles sont très précis quant aux heures d'administration. On doit prendre le médicament avant le repas, à certaines heures très fixes et vraiment très régulièrement, et ça c'est pas toujours très pratique si on a une vie professionnelle à côté. Et puis il y a des problèmes qui sont vraiment liés aux chimiothérapies, qui viennent du fait que ces chimiothérapies sont souvent très toxiques. Et souvent les patients qui ne prennent pas leurs médicaments sont des patients qui ont des toxicités, qui ont des nausées, qui sont malades et qui sont trop fatigués pour prendre leurs médicaments. Donc ce que je vous propose dans la suite de ces 13 minutes, c'est d'essayer de voir comment l'outil mathématique peut donner des informations sur le fait d'oublier son médicament. Alors vous allez voir que cette description va s'établir en 2 étapes. Une première étape où je vais vous décrire l'évolution au cours du temps de la concentration d'un médicament. Donc je vous ai dit que je me concentrais sur le Gleevec. Et puis je vous montrerai pour finir comment on peut aller plus loin et ce que l'on peut faire avec ces nouveaux outils mathématiques. Alors, regardons cette évolution. En fait, ici, je vous ai tracé l'évolution au cours du temps de la concentration de médicaments qui va circuler dans notre sang lorsque je prends au jour initial un comprimé ici de 600 mg de Gleevec. Vous avez observé 2 phases dans cette évolution. Une première phase où le médicament va augmenter, c'est ce que j'appelle la phase d'absorption du médicament.
Le médicament va mettre un certain temps avant d'être transformé par l'estomac, par les sucs gastro-intestinaux. Et puis une deuxième phase où la concentration du médicament va décroître. C'est une phase d'élimination du médicament. Alors, l'étude de cette évolution des concentrations est une étude qui est faite depuis longtemps par les industries pharmaceutiques et les pharmacocinéticiens. C'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique et de façon abrégée, c'est ce que le corps fait au médicament, la transformation du médicament par le corps. Donc là, je vous ai proposé l'évolution de la concentration lorsque l'on prend un seul comprimé, mais dans ce genre de thérapie, on est amené à prendre des comprimés tous les jours. Et donc ici, vous voyez sur une semaine ce qui va se passer pour la concentration lorsque je prends régulièrement mon comprimé. La concentration n'a pas le temps, le médicament que j'ai pris le premier jour n'a pas le temps d'être totalement éliminé quand je prends mon deuxième comprimé. Et vous voyez que finalement, ce qui se passe, c'est que la concentration se met à osciller dans un état finalement assez régulier. Et donc cette concentration va osciller entre une valeur que je vais appeler le C-min, la valeur minimale, qui va être pour nous un indicateur d'efficacité du médicament, et une valeur maximale qui aura, lui, un impact sur les potentiels effets toxiques de ce médicament. Donc là, je vous ai présenté ce qui s'est passé pour une dose de 600 mg de Glivec, mais bien évidemment, l'évolution de la concentration dépend de la dose de médicament que vous prenez. Si vous prenez 400 mg, votre concentration en bleu ici va être plus importante. Et si vous prenez 800 mg, votre concentration en rouge ici sera plus importante. Et vous voyez apparaître ici sur ce graphe une droite noire que j'ai appelée seuil d'efficacité. En fait, des études montrent que les patients qui ont une concentration minimale supérieure à cette concentration seuil avaient un taux de survie beaucoup plus important que les patients qui avaient une concentration minimale inférieure à ce seuil d'efficacité. Et donc ce seuil d'efficacité permet aux pharmaciens ou aux médecins, au corps médical, de fixer finalement la dose de médicament qui va être nécessaire pour que le médicament soit efficace. Donc je viens de vous expliquer que cette concentration dépendait du protocole d'administration, de la dose de médicament et finalement de la façon dont je prenais mon médicament. Mais il faut savoir que cette concentration dépend aussi fortement des patients. Si vous prenez 3 patients ici en bleu, rouge et vert, vous voyez des évolutions qui sont très différentes. Et si vous vous focalisez sur le patient qui est en vert ici, vous voyez non seulement que ce patient a une valeur minimale qui est en dessous du seuil et qui est inférieure aux 2 autres patients bleus et rouges, mais vous voyez aussi que la concentration maximale pour ce patient est elle aussi beaucoup plus forte. Donc vraisemblablement, pour ce patient-là, non seulement le médicament sera moins efficace, mais en plus il y a des chances qu'il ait des toxicités et des complications. Donc il a pas de problème. Alors, bon, je suis mathématicienne. Pour ceux d'entre vous qui êtes allergiques aux mathématiques, vous rendormez pendant 1 minute. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous expliquer comment avait été tracée, en tout cas la première courbe. En fait, c'est très simple. En tout cas, ce modèle-là est vraiment très simple. Pour tracer cette courbe, je vais construire ma courbe de proche en proche et je vais regarder les variations de concentration entre 2 instants très proches. Les variations de concentration, c'est assez facile, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. Ce qui rentre, c'est l'arrivée du médicament, donc l'absorption du médicament, et ce qui sort, c'est l'élimination du médicament. L'élimination du médicament, en général, elle est supposée être proportionnelle à la concentration du médicament. Et finalement, il y a un coefficient de proportionnalité qui est un rapport entre ce qu'on appelle la clairance du médicament et ce qu'on appelle le volume de distribution. Ces paramètres, clairance et volume de distribution, sont des paramètres qui sont patient dépendants. Maintenant, si je regarde le terme d'absorption, il est horrible ici, mais en fait, j'aurais pu vous le décrire avec un même système de bilan.
et on aurait obtenu quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Et là aussi, vous voyez apparaître un nouveau paramètre qui est la constante d'absorption, qui va être les propriétés d'absorption de mon patient. Donc finalement, pour alimenter mon modèle mathématique, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de connaître le protocole d'administration, les doses, les temps auxquels le patient a pris son médicament, et j'ai besoin de connaître les spécificités du patient, c'est-à-dire ses paramètres pharmacocinétiques. Bien entendu, quand le patient arrive chez son médecin ou chez son pharmacien, il n'arrive pas avec ses paramètres. Donc la partie un petit peu délicate, c'est la partie qui consiste à partir de prises de sang pour mesurer la concentration du médicament. On peut faire un certain nombre de prises de sang. Et à partir de ces prises de sang et à partir d'informations que l'on va avoir sur une population importante de patients, on va pouvoir, via un modèle mathématique qui utilise des statistiques, remonter aux paramètres du patient. Alors, si la première partie description du modèle mathématique était simple, la partie estimation des paramètres est une partie qui est assez délicate. Alors maintenant, on va pouvoir parler de non-observance. Je vous ai remis les concentrations des patients bleus et rouges sur une période de 28 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces patients partent tous les 15 jours en week-end? Au ski, c'est d'actualité, mais vous voyez que la concentration diminue de façon drastique et descend en dessous de ce seuil d'efficacité. Alors quand j'ai vu ces résultats, j'étais contente, mais j'étais un peu frustrée parce que finalement, ça ne me disait pas assez, ça ne quantifiait pas ce qui se passait au niveau de la régression tumorale. Et donc j'ai essayé d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut construire un nouveau modèle, un modèle d'efficacité du médicament. L'efficacité du médicament, c'est la théorie de la pharmacodynamique. Cette fois-ci, je ne regarde pas ce que le corps fait au médicament, mais je regarde ce que le médicament fait au corps. Et avec de nouveaux outils mathématiques, je vais pouvoir construire un modèle qui va pouvoir me représenter non plus l'évolution de la concentration, mais l'évolution de la taille de ma tumeur. Alors ici, à gauche, vous voyez des petits points rouges qui représentent l'évolution réelle d'une tumeur, de la taille d'une tumeur chez un patient. La courbe bleue, c'est la courbe que j'ai réussi à construire avec mon modèle mathématique, en supposant que le patient prenait régulièrement son médicament. Maintenant, si je fais une hypothèse que sur quelques années, mon patient va systématiquement tous les 15 jours au ski, j'avoue, c'est pas très réaliste, mais on va rester comme ça. Vous voyez la courbe en vert. La courbe en vert vous décrit l'évolution de la tumeur et je vais conclure. Et cette évolution, vous voyez là qu'on va pouvoir quantifier le manque d'efficacité dû à la non-observance. Alors pour conclure, je vous ai montré un outil mathématique qui va sans doute servir aux médecins et aux pharmaciens, dans un premier temps au moins à responsabiliser les patients et leur montrer ce qu'impacte le manque d'observabilité. Et ça, à terme, j'aimerais surtout que ça soit un outil pour le corps médical. Il y a des fois où les patients, ils ont vraiment besoin d'arrêter les médicaments parce qu'ils ont trop de toxicité. Et donc à terme, ce que j'aimerais, c'est que ces outils mathématiques aident le médecin et le pharmacien à développer des protocoles individualisés qui seront adaptés au mieux à chacun des patients. Je vous remercie.